Une montagne ne se forme jamais d'un coup. Elle s'élève roche par roche, pression sur pression, jusqu'à devenir quelque chose d'impossible à ignorer. C'est ainsi que fonctionne aussi la discipline. Elle ne naît pas de promesses, mais d'actes répétés qui, en s'accumulant, te transforment en quelqu'un de plus fort. La procrastination, en revanche, est comme l'érosion qui érode lentement la base de cette montagne. Elle ne détruit pas d'un seul coup, mais avec chaque report, elle vole du temps, de la confiance et de la paix, jusqu'à te laisser plus faible que tu ne l'étais. La vérité est dure. Chaque fois que tu choisis de reporter, tu décides de perdre. Et tu ne perds pas quelque chose d'externe, mais toi-même. La procrastination se déguise en repos, en « je le ferai demain », en « quand je serai prêt, ce sera mieux ». Mais derrière ce masque se cache le même schéma, rester coincé dans un cercle de regrets. Les stoïciens le savaient clairement, on ne peut pas maîtriser la vie sans maîtriser d'abord ses propres actions, et cela exige de la discipline. L'autodiscipline est la force qui se construit en silence, sans spectateur. Elle ne consiste pas en de grands discours ni à attendre un coup de motivation, mais à te lever et à accomplir ce que tu décides même quand personne ne te regarde. Chaque action accomplie est une brique posée dans la structure de ton caractère. Il n'y a pas de liberté sans discipline, car celui qui ne commande pas sur lui-même finit par être esclave de ses impulsions. Cette vidéo ne cherche pas à être un réconfort passager. C'est une confrontation directe avec ce que tu sais que tu remets à plus tard. Nous allons entrer sur le terrain où les stoïciens ont trouvé de la clarté, dans la lutte contre la gratification immédiate, dans le pouvoir de résister aux excuses, dans la capacité d'utiliser chaque instant comme une opportunité pour entraîner le caractère. Ici, nous ne parlons pas de motivation légère, mais de lutte réelle la plus importante, celle que tu mènes avec toi-même. 1. Arrête de négocier avec toi-même et respecte ce que tu décides. Une bataille ne se livre pas toujours sur des champs ouverts ni avec des armées visibles. Souvent, la véritable guerre se déroule en soi, dans le silence de l'esprit, lorsque tu décides si tu respectes ce que tu as dit que tu ferais ou si tu te trahis encore avec une autre excuse. C'est la première tranchée de la discipline. Arrêter de négocier avec soi-même. Parce que chaque fois que tu entres dans ce jeu d'arguments internes, tu finis toujours par céder et donner ta force au confort. La procrastination commence par de petites concessions, des phrases comme « juste 5 minutes de plus »,« je le ferai plus tard »,« demain sera un meilleur moment ». Mais en réalité, ce ne sont pas des pauses, ce sont des défaites. Chaque excuse est une brique que tu élèves contre toi-même, un mur qui te sépare de la vie que tu pourrais être en train de construire. Les stoïciens l'avaient bien compris. On ne peut pas bien vivre si on ne gouverne pas d'abord sa propre volonté. Il n'y a pas d'autodiscipline tant que tu continues à agir comme l'avocat de tes propres excuses. Quand tu décides quelque chose, cette décision doit devenir une loi interne. On ne discute pas, on respecte. Parce que négocier avec soi-même, c'est comme laisser un voleur te convaincre d'ouvrir la porte de ta propre maison. Cela semble être un dialogue innocent, mais au fond, tu sais que tu cèdes ce qu'il y a de plus précieux, ta parole et ton respect de soi. Et quand tu cesses de respecter ta parole, tout le reste commence à perdre du poids. Car comment peux-tu te faire confiance si tu te trahis toujours ? La discipline n'est rien d'autre que l'art de respecter, même quand tu n'en as pas envie, même quand la facilité crie plus fort. En fermant la porte à la négociation interne, tu construis un terrain solide où ton identité se renforce. Chaque fois que tu agis sans débattre avec toi-même, l'esprit s'entraîne, s'habitue à ce qui est décidé est ce qui se fait, et cesse de remettre en question l'évidence. C'est ainsi que l'on gagne la liberté, ne pas dépendre d'un caprice momentané, mais d'un mandat interne clair. L'erreur est de croire que tu as besoin de sentir de la motivation pour agir. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de la discipline, car la motivation est instable, mais la discipline est constante. Quand les stoïciens parlaient de maîtrise de soi, ils faisaient exactement référence à cela. Cesser de céder aux impulsions du moment et obéir à ce que tu as déjà décidé être correct. Le temps n'attendra pas que tu aies envie.
Le monde ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu ressentes de la motivation, et si tu continues à repousser l'inévitable, la seule chose que tu cultives est le regret. Chaque fois que tu respectes ce que tu décides, aussi petit soit-il, tu renforces la confiance en toi-même. C'est comme aiguiser un couteau avec chaque action accomplie, jusqu'à ce qu'un jour, tu découvres que tu es quelqu'un qui ne doute pas, qui ne se trompe pas, qui respecte parce que c'est sa nature. Et c'est là la véritable liberté, ne pas être à la merci de tes excuses, mais te gouverner avec fermeté. La discipline ne se négocie pas, elle s'entraîne. Et c'est la première leçon, la plus dure, mais aussi la plus libératrice. Ce que tu décides est respecté, sans débat, sans raccourci, sans concession. 2. Commence toujours par le plus petit et brise l'inertie immédiatement. La rivière la plus puissante commence par un filet d'eau qui glisse à peine entre les pierres. Mais ce courant minime est celui qui, avec le temps, ouvre des chemins impossibles et emporte tout sur son passage. C'est ainsi que fonctionne aussi l'action. Ce qui semble insignifiant au début finit par être la force qui transforme ta vie. L'erreur est d'attendre un élan énorme, une motivation débordante ou un moment parfait, quand en réalité la seule chose nécessaire est le premier geste. Ce mouvement bref qui brise le silence. L'être humain a tendance à se paralyser face à la grandeur. Il imagine un projet complet, un objectif ambitieux, un changement radical, et au lieu de faire le premier pas, il reste coincé dans la magnitude du défi. C'est ainsi que naît la procrastination. Attendre que tout soit aligné, que l'inspiration apparaisse, que la charge semble légère. Mais ce jour n'arrive jamais. Ce qui peut arriver, c'est la décision de commencer maintenant, même avec le plus petit. Les stoïciens comprenaient que la grandeur se cache dans les actes immédiats et concrets, pas dans les plans reportés. Ouvrir un livre au lieu de penser à le lire en entier, écrire une ligne au lieu de planifier le chapitre parfait, faire un pas au lieu de calculer le marathon. C'est ça l'autodiscipline, abattre le mur de l'inertie avec des coups simples mais fermes. Une fois que tu commences, l'esprit change de rythme, l'action génère de l'énergie, et ce qui semblait impossible commence à couler naturellement. Le petit mouvement est celui qui allume le moteur de tout ce qui est grand. Celui qui attend des résultats extraordinaires sans valoriser le minimum est condamné à rester immobile. Le perfectionnisme est le déguisement le plus élégant de la procrastination, car il fait croire qu'il ne vaut pas la peine de commencer si ce n'est pas avec grandeur. Mais tout guerrier a commencé par des coups maladroits. Tout sage a commencé par des phrases simples. Tout créateur a construit ses premières œuvres avec des défauts. Refuser le petit, c'est refuser le chemin entier. L'essentiel est de comprendre que le minimum a un poids réel. Faire son lit, répondre à un message en attente, noter une idée avant qu'elle ne se perde, sont des actes qui apprennent à l'esprit à accomplir. Chaque petite réussite est une preuve que tu es quelqu'un qui agit. Et en enchaînant ces victoires, tu construis le caractère de celui qui n'attend pas, mais qui décide et exécute. La discipline se renforce comme un muscle, d'abord avec des charges légères, puis avec des charges lourdes. Les stoïciens rappelaient toujours que le temps est la chose la plus précieuse, et le laisser passer en attendant des conditions idéales est gaspiller la seule chose qui ne revient pas. Commencer maintenant, même avec le plus simple, signifie honorer le présent. La procrastination se nourrit du plus tard, tandis que l'action se nourrit du maintenant. Et chaque maintenant utilisé est une brique posée dans la structure de ta discipline. Briser l'inertie ne consiste pas à résoudre ta vie en un jour, mais à refuser de rester immobile. Faire le pas immédiat, aussi petit soit-il, c'est ouvrir une porte qui était fermée. Chaque porte ouverte mène à une autre, et à la fin tu comprends que le pouvoir n'était pas dans la grandeur des pas, mais dans la décision de ne pas t'arrêter. La grandeur commence par le petit, et celui qui comprend cela cesse d'attendre le moment parfait, car il a appris que le moment parfait est toujours le présent. 3. Fais les choses mieux que tu ne penses pouvoir le faire, même dans les moindres détails. Un diamant ne se forme pas en un instant. Il émerge après des années sous une pression constante.
Le charbon ordinaire se transforme en quelque chose d'inestimable parce qu'il a résisté à des conditions extrêmes sans se briser. C'est ainsi que le caractère se forge. Ce n'est pas ce que tu fais lorsque tout le monde te regarde qui définit ta grandeur, mais comment tu choisis d'exécuter les petits actes quotidiens, même ceux qui semblent insignifiants. La différence entre la médiocrité et l'excellence réside dans ce détail invisible, dans la manière dont tu fais face aux petites choses. La plupart des gens sont convaincus que ce qui n'est pas visible n'a pas d'importance, et c'est pourquoi ils baissent leurs exigences au quotidien. Ils se contentent de faire le minimum, travaillent sans soin, font juste ce qu'il faut pour accomplir leurs tâches, et rien de plus. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces petites concessions s'accumulent et deviennent une identité. Chaque action répétée construit ce que tu es, et si ton standard est bas dans les petites choses, ne t'attends pas à ce qu'il soit élevé dans les grandes. Les stoïciens enseignaient que la vertu s'exerce à chaque instant, car la grandeur n'arrive pas par hasard. Elle vient de la répétition constante d'actes justes. Faire plus que ce que tu penses possible ne signifie pas poursuivre une perfection irréelle. Cela signifie te prouver que ta limite est plus loin que tu ne l'imagines. Faire ton lit comme si c'était un rituel d'ordre. Écrire un paragraphe avec clarté même si personne ne le lit. T'entraîner 1 minute de plus quand tu étais sur le point d'abandonner. Ce sont des actes silencieux qui ne génèrent pas d'applaudissements, mais qui peu à peu te font avoir confiance en toi, parce que tu apprends que tu peux donner plus que ce que ton esprit confortable essaie toujours de te convaincre. Le problème est que nous avons l'habitude de vivre en pilote automatique, cherchant à finir vite plutôt qu'à bien faire. Cette mentalité ouvre la porte à la procrastination, car ce qui n'est ni apprécié ni pris en soin est facilement reporté. Lorsque tu élèves tes exigences dans les petites choses, l'excuse de « ça ne vaut pas la peine » perd son sens. Chaque tâche, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, devient un entraînement de caractère. Et voici le point. Tu ne t'entraînes pas seulement pour accomplir cette action, tu t'entraînes pour façonner la personne que tu seras demain. La discipline personnelle se renforce dans la qualité, pas seulement dans la quantité. Faire plus n'est pas toujours mieux, mais faire mieux multiplie toujours ta valeur. Si tu laves une assiette avec soin, si tu écoutes une conversation avec toute ton attention, si tu rends un travail soigné même si personne ne le vérifie, tu pratiques un principe stoïcien. Vivre avec excellence dans chaque acte, car chaque acte reflète qui tu es. Marc Aurèle le disait sans détour. La véritable noblesse se mesure à la manière dont tu vis le présent, non à ce que tu rêves pour l'avenir. Lorsque tu décides de donner le meilleur de toi-même, même dans les moindres détails, tu romps avec la mentalité du « juste faire ». Tu commences à laisser des traces d'excellence dans tout ce que tu touches, et ces traces deviennent la preuve que tu peux avoir confiance en toi. C'est ainsi que se construit la véritable estime de soi, non pas avec des phrases creuses de motivation, mais avec des actes qui te rappellent que tu as donné plus que ce que tu pensais possible. Fais le mieux, même si personne ne le remarque, parce que quelqu'un le remarque toujours, toi-même. Et lorsque tu apprends à te surpasser en silence, tu n'as plus besoin de validation externe. Chaque petit effort supplémentaire est une victoire privée qui s'accumule jusqu'à transformer complètement ton identité. Celui qui se discipline dans les petites choses devient imparable dans les grandes. C'est la leçon. Ne sous-estime pas les petites choses, car c'est là que se cache le pouvoir de faire de toi une version plus forte, plus claire et plus libre que celle que tu connais. 4. Résiste à la gratification immédiate et renforce ton caractère. L'éclair illumine fortement pendant un instant puis disparaît, laissant l'obscurité plus dense qu'avant. L'orage peut impressionner, mais il ne dure pas. En revanche, la lumière de l'aube se lève peu à peu, constante, jusqu'à remplir tout l'horizon. C'est la différence entre les plaisirs immédiats et la discipline. Le premier éblouit pendant quelques secondes, puis vide. Le second construit une fermeté et une clarté qui perdurent. Nous vivons entourés de raccourcis conçus pour séduire l'esprit. Des écrans qui offrent une distraction infinie, de la nourriture qui apaise la faim sans nourrir, des récompenses numériques qui donnent le sentiment de victoire sans avoir gagné quoi que ce soit. Chaque pulsion acceptée vole de l'énergie, de la concentration et du temps.
La gratification immédiate fonctionne comme un prêt à taux d'intérêt très élevé. Elle offre un instant de soulagement, puis vous facture avec anxiété, fatigue et le sentiment d'avoir perdu l'essentiel. Le danger ne réside pas dans un plaisir isolé, mais dans l'habitude de toujours céder à la facilité. Cette habitude érode la discipline, car elle enseigne au cerveau à fuir l'inconfort et à ne chercher que la rapidité. Les stoïciens l'ont compris. Celui qui ne contrôle pas ses désirs finit par être contrôlé par eux. La véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction de chaque pulsion, mais dans la décision de ce qui mérite notre attention et de ce qui ne le mérite pas. Résister ne signifie pas se refuser à tout. Cela signifie gouverner. Se reposer avec modération, profiter après le devoir, permettre le plaisir quand il ne vole pas l'essentiel. Le caractère se forge lorsque tu choisis de différer l'immédiat pour construire le durable. Étudier au lieu de te perdre dans les distractions. Terminer une tâche avant d'ouvrir les réseaux sociaux. T'entraîner même si le confort t'invite à rester immobile. Chaque décision de ce type est une déclaration. Tu es aux commandes, pas tes pulsions. Le problème de l'immédiat est qu'il ne remplit jamais. Il exige plus, consomme plus et laisse moins. Plus tu le nourris, plus tu deviens esclave de ce cycle. La procrastination naît là, dans le choix du plaisir maintenant au détriment de la valeur plus tard. Résister, c'est briser ce cercle, montrer que tu peux attendre, que tu peux te soutenir, que tu as la force de choisir ce qui construit, même si cela pèse plus à l'instant. Les stoïciens pratiquaient des exercices d'inconfort volontaire. Jeûne, marcher dans le froid, vivre sans luxe. Ils ne le faisaient pas par punition, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient vivre sans dépendre du superflu. Appliquer ce principe aujourd'hui est possible au quotidien. Laisser le téléphone de côté lorsque tu travailles, reporter le divertissement jusqu'à accomplir, choisir le nécessaire plutôt que l'excessif. Ce sont des entraînements qui renforcent parce qu'ils enseignent que tu n'as pas besoin de chaque stimulus immédiat pour te sentir vivant. Même la science moderne confirme cet enseignement. La dopamine, cette substance qui nous donne une sensation de plaisir, est déclenchée par chaque gratification immédiate, mais son effet est court et trompeur. Plus tu la poursuis, plus tu crées de tolérance, et moins tu obtiens de satisfaction. Résister à ce cycle signifie reprogrammer ton cerveau, lui apprendre à obtenir du plaisir de ce qui est durable et non de ce qui est éphémère. Te récompenser après le devoir génère une satisfaction plus profonde que de céder avant d'avoir accompli. Un exemple clair est l'étude de la célèbre expérience du marshmallow, où il a été observé que les enfants capables d'attendre une récompense double avaient plus de succès et de stabilité à l'âge adulte. Cette leçon renferme un principe stoïcien. L'autocontrôle aujourd'hui est la liberté de demain. Chaque fois que tu choisis d'attendre et de résister, tu construis non seulement une habitude, mais aussi un destin plus fort et cohérent. 5. Augmente progressivement tes exigences pour entraîner la discipline. Le fer ne se forge pas dans l'eau tiède, il a besoin du feu intense et des coups constants du marteau pour se transformer en épée. Mais ce processus ne se produit pas immédiatement, le forgeron n'applique pas toute la force d'un seul coup. Il travaille avec patience, coup après coup, jusqu'à ce que le métal cède et prenne forme. C'est ainsi que fonctionne la discipline. Elle ne se construit pas en un seul jour, ni avec un effort démesuré, mais avec une augmentation progressive de l'exigence qui renforce le caractère pas à pas. Le problème de beaucoup est de croire qu'ils doivent tout changer d'un coup. Ils décident qu'à partir de demain, ils s'entraîneront des heures, liront des livres entiers, abandonneront toutes leurs mauvaises habitudes d'un seul coup. Cette mentalité, bien qu'elle semble motivante, finit par être un ennemi. Ce qui exige trop dès le début a tendance à se briser rapidement, car l'esprit et le corps ne s'adaptent pas du jour au lendemain. Les stoïciens savaient que la force se façonne avec constance, pas avec des élans désespérés. L'autodiscipline grandit comme un muscle. Si tu soulèves un poids que tu ne peux pas soutenir, tu te blesses seulement.
Mais si tu commences avec ce que tu peux porter et que tu l'augmentes petit à petit, la force arrive comme un résultat naturel. Il en va de même dans la vie quotidienne. Si aujourd'hui tu peux à peine te concentrer 10 minutes, commence par ces 10 minutes, puis augmente à 15, puis à 20. Si tu peux à peine courir quelques mètres, cours ces mètres et demain un peu plus. L'important n'est pas la grandeur, c'est le progrès constant. Augmenter progressivement l'exigence t'apprend quelque chose d'essentiel, que tu es capable de plus que tu ne le penses. Chaque fois que tu ajoutes un peu plus d'efforts, tu brises une limite invisible. Il ne s'agit pas de te comparer aux autres, ni de chercher la reconnaissance. Il s'agit de te surpasser toi-même dans de petites batailles quotidiennes. Cette somme d'efforts supplémentaires est celle qui façonne un caractère résistant. La procrastination survient souvent parce que les objectifs semblent trop grands et accablants. Face à ce panorama, l'esprit préfère remettre à plus tard. La clé est de diviser le chemin en étapes atteignables et de les monter avec fermeté. Lorsque ton exigence augmente progressivement, l'excuse que c'est impossible perd son sens. Tu ne vois plus une montagne insurmontable. Tu vois un pas que tu peux faire aujourd'hui et un autre que tu pourras faire demain. Cette vision élimine le poids de la paralysie. Les stoïciens pratiquaient cette philosophie à travers des épreuves volontaires. Ils ne cherchaient pas le confort, ils s'exposaient progressivement à l'inconfort pour renforcer l'esprit. Dormir sur le sol certaines nuits, manger avec modération, entraîner le corps dans le froid ou la chaleur, tout cela avait un but, démontrer qu'ils pouvaient supporter plus qu'ils ne le pensaient. Cette pratique enseignait que le véritable pouvoir surgit en traversant l'inconfort sans se briser. Dans la vie moderne, le principe est le même. Commence par une petite amélioration de ta discipline. Couche-toi 10 minutes plus tôt, consacre un quart d'heure à la lecture, élimine une distraction par jour. Lorsque tu réussis à le maintenir, augmente l'exigence. Tu n'as pas besoin de faire des sauts impossibles, tu as besoin d'avancer avec fermeté. Chaque augmentation renforce ta confiance parce que tu vois une preuve réelle que tu peux plus. Le caractère ne s'entraîne pas dans le confort, il s'entraîne dans l'inconfort dosé, à ce point où ce n'est pas insupportable, mais ce n'est pas facile non plus. La discipline grandit à cette limite qui pousse un peu plus chaque jour. Et quand tu regardes en arrière, tu comprends que ce qui semblait impossible est devenu une partie de la nature grâce à cette exigence. 6. Cherche une inspiration externe lorsque ta motivation flanche. Le phare ne déplace pas les bateaux, mais sa lumière leur rappelle le cap lorsque la tempête les fait perdre le sens de la direction. Ce n'est pas la force du phare qui change la mer, c'est la clarté qu'il offre au milieu de l'obscurité. C'est ainsi que fonctionne l'inspiration externe. Elle ne fera pas le travail à ta place, mais elle peut te rappeler où tu vas lorsque la motivation interne s'éteint. La vérité est que personne ne maintient un feu intérieur allumé tout le temps. Il y a des jours où la fatigue pèse, où la routine devient monotone, où les résultats semblent trop lointains. Dans ces moments, l'esprit cherche une excuse pour s'arrêter, et il est facile de tomber dans le piège de la procrastination. Les stoïciens reconnaissaient cette fragilité, et pour cette raison, ils s'appuyaient sur les enseignements des autres, sur la sagesse partagée, sur des exemples qui réveillaient la volonté lorsque la leur s'affaiblissait. S'inspirer du chemin de quelqu'un d'autre ne signifie pas l'imiter, cela signifie se rappeler que tu n'es pas seul dans la lutte. Un livre peut te redonner la clarté que tu as perdue, une biographie peut te montrer que même les grands ont traversé le doute, une phrase peut suffire à secouer l'apathie. La discipline ne dépend pas seulement de la force interne, elle se renforce également en se connectant à des sources externes qui te rappellent ce que tu es capable d'accomplir. L'erreur est de croire que s'appuyer sur les autres est un signe de faiblesse. En réalité, c'est de la sagesse. Le soldat qui combat seul s'épuise rapidement, mais celui qui regarde autour de lui et voit une armée à ses côtés trouve des forces supplémentaires pour résister. L'être humain a besoin de références, de modèles, de voix qui lui rappellent que la difficulté qu'il traverse n'est pas unique, que d'autres l'ont affrontée et l'ont surmontée.
Cette vision change le poids du fardeau. La procrastination a tendance à gagner lorsque tu oublies le but, lorsque la fatigue brouille ton esprit. C'est là que l'inspiration externe devient une ressource vitale. Cela peut être le conseil d'un maître, la compagnie de quelqu'un qui suit un chemin similaire, une communauté qui partage la discipline et la constance. L'environnement ne fait pas l'effort à ta place, mais il crée un cadre dans lequel l'action devient plus possible. Les stoïciens se nourrissaient des paroles de leurs prédécesseurs. Marc Aurèle écrivait pour lui-même des rappels inspirés des enseignements d'Épictète. Sénèque conseillait à Lucilius, sachant que ces lettres serviraient d'encre de clarté au milieu de la vie agitée. Cette chaîne d'inspiration n'était pas un hasard, elle faisait partie de la pratique. Reconnaître que la sagesse n'appartient pas à une seule personne, mais qu'elle se partage et se multiplie. Dans la vie moderne, l'inspiration externe peut prendre de multiples formes. Un discours, une conversation, un texte court lu au bon moment. La clé est de la chercher activement au lieu d'attendre qu'elle apparaisse. Avoir à portée de main un livre qui te rappelle ton but. T'entourer de personnes qui transmettent la discipline. Écouter les histoires de ceux qui ont surmonté ce qui te semble impossible aujourd'hui. Tout cela sont des rappels que tu peux toujours revenir sur le chemin même lorsque ton esprit veut s'arrêter. Chercher l'inspiration n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Parce qu'il y aura des jours où tu n'auras pas envie de continuer et, ces jours-là, tu auras besoin de quelque chose en dehors de toi qui te redonne la clarté. Résister ne signifie pas tout faire seul, cela signifie savoir où trouver l'étincelle lorsque la tienne s'éteint. Ainsi, chaque fois que la motivation flanche, tu auras des lumières externes pour te rappeler qui tu es, ce que tu cherches et pourquoi. 7. Fixe des délais précis et respecte-les fermement. L'horloge ne s'arrête jamais pour te demander si tu es prêt, elle avance avec indifférence, marquant chaque seconde sans négocier. C'est la leçon la plus dure que nous oublions, le temps n'attend pas. Pendant que tu hésites, pendant que tu te disputes avec toi-même, pendant que tu penses que demain sera meilleur, l'horloge continue de tourner. Fixer des délais, c'est accepter que la vie a une limite et que chaque tâche doit se soumettre à cet ordre. Celui qui ne se fixe pas de date précise finit par être emporté par le courant de la procrastination. L'esprit cherche toujours à repousser parce qu'il se sent à l'aise dans l'indéfini. Quand quelque chose n'a pas de date, cela semble moins urgent et est reporté sans remords. Ce manque de clarté laisse place aux excuses, aux distractions, à l'auto-tromperie que il y a encore du temps. Les stoïciens enseignaient à vivre comme si chaque jour était le dernier, non pas comme un appel au désespoir, mais comme un rappel que le temps est fini et ne peut être gaspillé dans ce qui n'ajoute rien. Fixer un délai et prendre un engagement envers toi-même. Cela signifie que ce que tu as décidé de faire ne restera pas dans le domaine de l'abstrait. Une date transforme l'intention en obligation. Il ne s'agit pas de rigidité sans sens, mais de donner au devoir le sérieux qu'il mérite. Quand tu dis « je le ferai un jour », en réalité tu dis « jamais ». En revanche, quand tu fixes un jour et une heure, tu établis un cadre qui oblige à l'action. Respecter ce délai, même si cela dérange, est ce qui renforce la discipline. Peu importe si le travail semble petit ou si personne d'autre ne le verra. Ce qui est en jeu n'est pas la tâche en elle-même, mais ta parole. Chaque fois que tu ne respectes pas un délai, tu envoies un message à ton esprit que tu n'es pas fiable, et cette perte de confiance se multiplie avec le temps. Au contraire, chaque fois que tu respectes un délai, même minime, tu renforces l'identité de quelqu'un qui peut avoir confiance en lui-même. La procrastination se déguise en prudence quand tu dis que tu as besoin de plus de temps. Mais en réalité, cet excès d'attente est souvent de la peur déguisée, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de sortir de sa zone de confort. Le délai est l'outil qui brise cette illusion, car il transforme la peur en action. Peu importe si le résultat n'est pas parfait, l'important est qu'il est fait et que tu as progressé. Les stoïciens étaient conscients de la brièveté de la vie et de l'absurdité de la gaspiller.
Marc Aurèle écrivait que gaspiller du temps est le plus grand des gaspillages, car le temps est la seule chose que tu ne peux pas récupérer. Fixer des délais et pratiquer cette vérité, c'est vivre avec intention, c'est refuser de laisser les heures s'échapper dans des mains vides. Dans la vie quotidienne, appliquer cette leçon est aussi simple que de donner des dates à tes tâches, finir un écrit avant la tombée de la nuit, terminer une lecture dans la semaine, faire de l'exercice à une heure fixe. Ce ne sont pas seulement des routines, ce sont des entraînements de caractère. Au début, cela dérange, car l'esprit veut échapper à la pression. Mais avec le temps, tu découvres que ce cadre te libère, car il t'oblige à agir au lieu de continuer à penser. L'horloge continuera d'avancer, avec ou sans ta discipline. La seule chose que tu peux décider est de laisser le temps emporter ta vie dans des excuses ou d'utiliser son rythme pour forger ton caractère. Chaque délai respecté est une victoire sur la procrastination, une déclaration que tu respectes ton temps et ta parole. Cette fermeté ne fait pas seulement ordonner tes tâches, elle ordonne ta vie entière pour que tu changes. 8. Différence entre être occupé et être productif et prioriser l'essentiel. Les fourmis passent toute la journée en mouvement, portant des feuilles, parcourant des chemins, répétant des motifs sans relâche. À première vue, elles semblent infatigables et exemplaires dans leur effort. Mais si vous observez de près, une grande partie de leur activité ne se traduit pas par des résultats immédiats. Beaucoup de gens vivent de la même manière, confondant mouvement avec progrès, remplissant leur agenda de tâches sans but, croyant qu'être occupé équivaut à être productif. C'est l'une des erreurs les plus courantes qui alimente la procrastination déguisée en travail. L'occupation vide est dangereuse car elle trompe. Elle donne l'impression de progrès, mais en réalité, c'est un mirage qui épuise l'énergie sans vous rapprocher de vos objectifs. Vérifiez encore et encore les emails, passer des heures dans des réunions sans direction, faire des listes interminables qui ne sont jamais accomplies. Tout cela semble être de l'activité, mais manque de direction. Les stoïciens comprenaient que la vie ne se mesure pas par ce que vous faites, mais par ce que vous accomplissez avec sens. Marc Aurèle avertissait que se disperser dans l'inutile est une façon de se perdre soi-même. La véritable productivité ne consiste pas à faire plus, mais à faire l'essentiel. Cela signifie identifier ce qui a un impact réel sur votre vie et lui consacrer de l'énergie, même si cela dérange, même si cela pèse, même si cela exige de la discipline. 1 heure de travail profond vaut plus qu'une journée entière de distraction déguisée en tâches. C'est pourquoi la première étape consiste à séparer l'important de l'accessoire, ce qui construit de ce qui occupe seulement de l'espace. Le problème est que ce qui est facile semble souvent urgent. Répondre aux messages, vérifier les notifications, répondre aux demandes externes, tout semble exiger une attention immédiate. Mais ce qui donne des résultats crie rarement. Il est généralement silencieux, inconfortable, exigeant. Rédiger ce rapport, terminer ce projet, entraîner le corps, cultiver l'esprit. Des tâches qui exigent un effort soutenu et qui sont justement pour cette raison reportées. Différencier occupation de productivité exige du courage pour regarder en face ce qui compte vraiment et laisser derrière ce qui ne fait que divertir. La procrastination trouve refuge dans l'occupation superficielle. Elle vous convainc que vous êtes occupé et éteint ainsi la culpabilité de ne pas avancer. C'est pourquoi il est si facile de tomber dans des journées complètes d'activité et de finir avec un sentiment de vide. L'antidote stoïcien est de vous demander honnêtement, ce que je fais me rapproche-t-il de mon but ou me maintient-il simplement distrait? Les stoïciens n'avaient pas de calendrier numérique ni de liste interminable, mais ils vivaient avec une clarté brutale sur leurs priorités. Ils savaient que le temps est limité et que tout ne mérite pas d'attention. Vivre avec cette conscience aujourd'hui signifie apprendre à dire non, réduire les engagements inutiles, couper les distractions qui n'ajoutent rien,
La véritable discipline ne consiste pas à se remplir de tâches, mais à choisir fermement les quelques-unes qui construisent votre caractère et votre destin. Mettre en pratique cette leçon dans la vie quotidienne nécessite du courage. Cela signifie éteindre le bruit externe pour se concentrer sur une seule action profonde. Cela signifie accepter que faire moins peut être faire mieux. Être occupé, c'est remplir le temps. Être productif, c'est lui donner de la valeur. La différence marque votre destin. Si vous n'apprenez pas à prioriser, la vie vous échappera en mouvements inutiles qui ne font que vous épuiser. Mais si vous choisissez avec clarté et fermeté, chaque action devient une brique solide dans la construction de votre discipline. C'est le principe stoïcien. Utilisez le temps pour l'essentiel, car tout le reste est du bruit qui vole ce que vous avez de plus précieux. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Une chaîne invisible pèse plus qu'un carcan de fer. On ne la voit pas, mais elle serre plus fort que n'importe quelle prison physique. C'est ainsi que fonctionnent les comportements que le stoïcisme enseigne à ne pas tolérer. Ils se présentent déguisés en normalité, comme des mots doux ou des coutumes acceptées, mais finissent par te voler ta dignité, ta paix et ta liberté intérieure. Les abus cachés, le manque d'intégrité, l'arrogance qui prétend s'imposer, les plaintes constantes qui intoxiquent, la pression des autres qui cherchent à te soumettre, tous sont des poisons subtils qui, si tu les permets, finissent par corrompre ta vie. Le stoïcien comprend quelque chose de clair. Chaque fois qu'il tolère ce qui le dégrade, il donne une partie de lui-même. Une vie sans dignité est une vie amputée. Il ne s'agit pas de discours vides ni de feindre la force, mais d'établir des limites fermes. Reconnaître quand une attitude détruit ton esprit et l'arrêter sans excuse. Parce que la vraie bataille n'est jamais à l'extérieur, mais sur le terrain silencieux de ton propre esprit. Celui qui cède à l'abus, à la manipulation ou au mensonge, finit par être asservi par ce qu'il a permis. Ce que tu vas entendre ici ne sont pas des conseils doux, ce sont des principes d'acier. Chaque chapitre sera à la fois un avertissement et une arme. Il te montrera ce que tu ne dois jamais accepter et comment y faire face avec fermeté. Parce que tolérer l'intolérable n'est pas de la patience, c'est de l'autodestruction. Ce chemin ne cherche pas à te rendre insensible, mais indomptable. Que tu comprennes que ta paix vaut trop pour la laisser entre des mains étrangères, que ton esprit est trop fort pour le traîner dans la plainte ou le mensonge, et que ton âme est trop digne pour se rabaisser face à la pression extérieure. Reste jusqu'à la fin. Ici, tu découvriras des armes pratiques qui, si tu les fais tiennes, te rendront impossible à briser. 1. Ne tolère pas la maltraitance cachée. Les épines les plus dangereuses ne sont pas celles que tu vois, mais celles qui se cachent sous les pétales de belles fleurs. C'est ainsi qu'est la maltraitance cachée. Elle n'arrive pas avec des cris qui te font reculer, ni avec des coups que n'importe qui reconnaîtrait, mais avec des mots déguisés en blagues, avec des silences calculés, avec des gestes qui prétendent te dévaloriser sans que tu t'en rendes compte au début. C'est un poison lent qui s'infiltre dans l'esprit, vole ta confiance et use ta dignité. Le stoïcisme enseigne que la force de l'âme se mesure à la capacité d'identifier ces formes cachées d'agression et de les couper à la racine, car ce que tu tolères une fois devient une norme silencieuse pour toujours. La maltraitance cachée est insidieuse, car elle cherche à instiller en toi le doute. Elle te fait penser que peut-être tu exagères, que peut-être c'est de ta faute, que tu ne devrais pas réagir. C'est précisément là qu'elle cause le plus de dommages, car elle ne fait pas seulement mal, elle confond. Marc Aurèle avertissait que ce qui blesse l'âme n'est pas ce que les autres disent ou font, mais le jugement que tu en fais.
Mais ne confonds pas cet enseignement. Il ne s'agit pas de justifier l'agresseur, ni de normaliser son comportement, mais de comprendre que la première ligne de défense est dans ton discernement. Si tu l'appelles par son nom, il cesse d'être invisible. Et si tu arrêtes de le justifier, il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Le stoïcisme n'invite pas à répondre avec colère, car réagir avec rage est tomber dans le même jeu. La réponse stoïcienne est la fermeté. C'est la limite claire et silencieuse qui dit « pas ici ». Il ne s'agit pas de hausser la voix, mais de garder son calme, tout en s'éloignant de ce qui cherche à te rabaisser. Car quand quelqu'un déguise la maltraitance en jeu, en ironie ou en préoccupation, ce qu'il cherche vraiment, c'est à dominer ta perception. Et si tu lui donnes ce pouvoir, tu perds ta liberté intérieure. Ne pas tolérer la maltraitance cachée implique de cultiver le respect de soi. Cela signifie reconnaître que ta paix n'est pas négociable, que ta valeur ne dépend de l'approbation de personne, et que celui qui cherche à te faire du mal en silence ne mérite pas de place dans ta vie. La discipline stoïcienne te rappelle que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux décider de ce que tu permets. Et permettre ce qui dégrade ta dignité, c'est te trahir toi-même. Quand tu cesses de tolérer ces attitudes, tu envoies un message clair à ton propre esprit. Je vaux quelque chose, je décide, je ne me soumets pas. Cet acte de respect de soi est plus puissant que n'importe quelle vengeance, car il réaffirme que ta force ne dépend pas de la soumission des autres, mais de ta capacité à rester ferme dans ce que tu es. La vraie victoire n'est pas d'exposer l'agresseur, mais de ne pas laisser ses paroles ou ses gestes cachés définir qui tu es. La maltraitance cachée est comme un voleur qui entre la nuit, sans faire de bruit, te volant ce qu'il y a de plus précieux pendant que tu dors. Le stoïcien ne dort pas face à ces signaux, il est éveillé, attentif, conscient. Et c'est pourquoi, au lieu de réagir impulsivement, il agit avec clarté. Il ne cède pas. Il ne s'épuise pas dans des luttes vaines, il s'éloigne simplement et protège sa paix, car rien ni personne ne mérite le prix de ta dignité. 2. N'accepte pas le manque d'intégrité. Un bâtiment peut sembler imposant, mais si ses fondations sont remplies de fissures, tôt ou tard, il s'effondrera avec fracas. Il en va de même pour les personnes et leurs actions. Sans intégrité, tout le reste devient fragile, vide et sans valeur. Le manque d'intégrité est un poison qui se cache dans les promesses brisées, dans les paroles qui ne correspondent pas aux actions, dans les principes qui se plient au premier vent de commodité. Il peut sembler petit en apparence, mais lorsqu'il est toléré, il corrode la confiance, détruit la paix et transforme toute relation ou projet en un terrain instable. Le stoïcisme enseigne que vivre sans intégrité, c'est vivre divisé. Et un esprit divisé ne peut jamais être libre. Accepter le manque d'intégrité chez les autres, c'est permettre que le mensonge et l'incohérence s'installent dans ta vie comme des invités non désirés. Mais accepter le manque d'intégrité en toi-même est encore plus destructeur, car cela signifie trahir ta propre âme. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, quand tu justifies des actions que tu sais contraires à tes valeurs, quand tu te tais par commodité, ce qui devrait être défendu, tu perds plus que de la crédibilité. Tu perds confiance en toi. Sénèque rappelait que personne ne peut se considérer sage s'il ne vit pas selon ce qu'il prêche, car la sagesse n'est pas une théorie, c'est la cohérence mise en pratique. Le stoïcien comprend que l'intégrité n'est pas un luxe, c'est une exigence. Il ne s'agit pas de paraître parfait, mais d'être constant dans ce que l'on croit juste, de faire coïncider les paroles avec les actes, de maintenir le caractère ferme, même lorsque personne ne regarde. C'est la véritable liberté, ne pas avoir besoin de masque, ne pas dépendre du mensonge pour avancer, ne pas se rabaisser au jeu de ceux qui disent une chose et en font une autre. Dans la pratique quotidienne, vivre avec intégrité exige de la discipline. Cela signifie tenir ce que tu dis, même si personne ne regarde. Cela signifie tenir ta parole même lorsque le coût est élevé. Cela signifie ne pas vendre tes valeurs pour le confort ou pour l'approbation sociale. Cette attitude est inconfortable dans un monde où beaucoup choisissent la facilité sur la justesse, mais c'est précisément ce malaise qui te distingue.
Marc Aurèle disait que la dignité de l'être humain se mesure par la cohérence de ses actes, non par l'approbation qu'il reçoit des autres. Quand tu n'acceptes pas le manque d'intégrité, tu deviens un phare silencieux. Tu n'as pas besoin d'imposer tes valeurs avec des cris, il suffit de les vivre de manière constante. Cette fermeté inspire plus que 1000 discours et protège ton esprit de tomber dans la médiocrité. La véritable paix intérieure naît de savoir que tu ne te mens pas à toi-même, que ta vie n'est pas soutenue par des excuses ou des contradictions, mais par des principes fermes qui résistent à l'épreuve du temps. Le manque d'intégrité peut se déguiser en opportunité, en nécessité ou en stratégie, mais il reste une fissure qui, tôt ou tard, fera tomber tout ce que tu construis. Le stoïcien ne négocie pas avec cette fragilité. Il comprend que rien d'externe ne vaut plus que la sérénité d'une conscience propre. C'est pourquoi il n'accepte pas ce qui est tordu, ne tolère pas l'incohérence et ne se vend pas pour des raccourcis. Parce que celui qui reste intègre, même dans l'adversité, est invincible. 3. Ne supporte pas l'arrogance démesurée. Les montagnes les plus imposantes ne font pas de bruit. Elles n'ont pas besoin de crier pour démontrer leur grandeur. En revanche, l'arrogance démesurée est comme un tambour creux. Plus il est vide, plus il résonne fort. Cette attitude qui prétend s'imposer par des gestes hautains, par des mots qui cherchent à humilier ou par des regards chargés de mépris n'est qu'un déguisement d'insécurité. L'orgueil prétend construire l'autorité sur des fondations de sable, mais en réalité, il révèle la fragilité. Le stoïcisme enseigne que supporter l'arrogance, c'est permettre à quelqu'un d'essayer de diminuer ta valeur pour gonfler la sienne, et cela ne doit jamais être accepté. L'arrogant vit affamé de reconnaissance, car son pouvoir ne se soutient pas par lui-même. Il a besoin d'applaudissements, de soumission, de regards qui le confirment. Chaque fois que quelqu'un se soumet, il nourrit sa fausse grandeur. Supporter cela, c'est devenir complice de son vide. L'arrogance ne détruit pas d'un coup, elle détruit lentement, avec la pression de te faire sentir inférieur. Et tolérer cette pression, c'est perdre ta dignité pas à pas. Le stoïcien ne rentre pas dans ce jeu. Il ne cherche pas à rivaliser avec l'arrogant, ni à riposter avec violence, car il sait que ce serait se mettre à son niveau. La réponse est le calme, la fermeté silencieuse qui met à nu la faiblesse de l'autre. Marc Aurèle rappelait que la dignité se mesure par la consistance intérieure, non par l'approbation externe. Celui qui a besoin de prouver à tous combien il est important a déjà perdu le respect de lui-même. Dans la vie quotidienne, l'arrogance apparaît en de nombreux endroits. Au travail, dans la famille, dans des amitiés qui croient avoir le droit de s'imposer. La pratique stoïcienne consiste à établir des limites claires, à ne pas donner plus d'attention que nécessaire, à laisser tes actions parler plus fort que les discours hautains. L'humilité et la discipline sont des armes bien plus puissantes que n'importe quel cri chargé d'orgueil. Ne pas supporter l'arrogance est aussi un appel à surveiller ton intérieur. Car l'orgueil, tu ne le vois pas seulement chez les autres, il peut aussi grandir en toi. Chaque fois que tu crois valoir plus qu'un autre par reconnaissance ou position, cette graine s'allume. Le stoïcien la combat avec humilité, se rappelant que la vraie grandeur est de se maîtriser soi-même, non de regarder les autres de haut. L'arrogance démesurée est une fumée qui prétend être une montagne. Le stoïcien ne la respire pas, ne l'imite pas, ne la tolère pas. Il reste ferme, conscient, démontrant par des faits que la véritable force n'a pas besoin de s'exhiber, parce que ce qui est gonflé d'air finit toujours par éclater, et ce qui est construit avec dignité reste pour toujours. 4. Ne suivez pas la pression des autres. Le vent peut plier les branches les plus faibles, mais il ne parvient jamais à briser les arbres qui enfoncent leurs racines dans la terre avec fermeté. C'est ainsi que fonctionne la pression des autres. Un vent qui souffle sans relâche, qui cherche à vous incliner vers là où tout le monde marche, qui tente de vous arracher votre propre volonté pour que vous fassiez partie du troupeau.
La société aura toujours une opinion sur ce que vous devriez faire, comment vous devriez vivre, quel chemin suivre. Mais si vous permettez à cette pression de vous emporter, vous perdrez le contrôle de votre vie et, pire encore, vous oublierez qui vous êtes vraiment. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence lorsque vous cessez de vivre sous le regard des autres et décidez clairement de l'intérieur. La pression sociale se déguise en conseils bien intentionnés, en tradition familiale, en comparaison constante. Elle peut sembler inoffensive, mais si vous l'acceptez sans la remettre en question, elle finit par écraser votre authenticité. Marc Aurèle avertissait que la plupart des gens se laissent entraîner par les coutumes comme si elles étaient des lois. Mais en réalité, elles ne sont que des chaînes invisibles qui empêchent de choisir en toute conscience. Suivre la pression des autres, c'est vivre en pilote automatique, en faisant plaisir à tout le monde, sauf à soi-même. Le stoïcien ne se rebelle pas avec des cris et ne cherche pas à s'opposer par orgueil. Il apprend simplement à dire non sans culpabilité. Car chaque fois que vous cédez à ce que vous ne désirez pas, vous donnez une partie de votre énergie et de votre paix. La discipline intérieure se démontre lorsque vous êtes capable de rester ferme, même si l'environnement veut vous modeler à sa convenance. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui est externe, mais de filtrer ce qui résonne vraiment avec vos valeurs et de rejeter ce qui ne cherche qu'à obtenir l'approbation. Dans la vie quotidienne, la pression est partout. Des amis qui insistent pour que vous fassiez la même chose qu'eux, des membres de la famille qui attendent que vous répondiez à des attentes qui ne sont pas les vôtres, des environnements de travail qui vous poussent à concourir dans une course que vous n'avez jamais voulu courir. Ne pas suivre la pression des autres ne signifie pas vivre isolé ou en guerre contre le monde. Cela signifie choisir consciemment dans quelle direction marcher. Cela signifie valoriser la solitude plutôt qu'une compagnie qui vous oblige à renoncer à votre authenticité. Cela signifie comprendre que la vie est trop courte pour la passer à suivre des scripts écrits par d'autres. Et cela signifie, surtout, accepter que décevoir les autres est beaucoup moins grave que de se trahir soi-même. Le vent de la pression ne cessera jamais de souffler, mais l'important est de savoir à quel point vos racines sont profondes. Le stoïcien s'entraîne chaque jour à cette racine intérieure, en cultivant des principes, en renforçant l'esprit et en se rappelant que sa valeur ne dépend ni des applaudissements ni des critiques. La force ne réside pas dans la résistance par obstination, mais dans le maintien du calme, tout en choisissant son propre chemin. La pression des autres peut plier beaucoup de gens, mais pas celui qui est enraciné dans sa propre vérité. C'est le message du stoïcisme. La liberté commence quand vous comprenez que vous n'avez pas à suivre le courant. Vous pouvez marcher fermement contre le vent si vos racines sont suffisamment profondes. Et dans cet acte silencieux, vous retrouvez votre dignité, votre paix et votre véritable liberté. 5. Ne cohabitez pas avec la plainte constante. Les gouttes d'eau ne brisent pas la roche par leur force, mais par leur répétition interminable. C'est ainsi avec la plainte constante. Une goutte après l'autre qui, bien qu'elle semble inoffensive, finit par user l'esprit et briser la paix intérieure. La plainte ne résout rien, ne construit rien, ne transforme rien. Elle se répète seulement, absorbant de l'énergie et entraînant celui qui l'écoute dans un état de victimisation perpétuelle. En cohabitant avec la plainte, que ce soit la vôtre ou celle des autres, vous vous condamnez à un cercle sans issue où il y a toujours quelque chose à regretter et jamais quelque chose pour agir. Le stoïcisme enseigne que la vie est définie par l'attitude avec laquelle vous affrontez ce que vous ne pouvez pas changer. Et tolérer la plainte, c'est permettre à l'inutile de gouverner votre esprit. La plainte est attrayante parce qu'elle donne l'illusion de soulagement. Vous pensez que l'exprimer libère le poids, mais tout ce qu'elle fait est de le renforcer. Plus vous parlez de vos problèmes sans chercher à les résoudre, plus vous leur donnez de pouvoir. C'est comme attiser un feu en espérant qu'il s'éteigne de lui-même. Sénèque disait que ce n'est pas l'adversité qui épuise l'homme, mais la manière dont il l'affronte. La plainte est la preuve la plus claire de ce manque d'affrontement.
Au lieu d'assumer la responsabilité, on choisit la lamentation comme refuge confortable. En cohabitant avec la plainte des autres, vous devenez également une victime indirecte. Les paroles négatives s'infiltrent, chargent l'atmosphère et finissent par contaminer votre humeur. Le râleur perpétuel cherche à entraîner tout le monde dans son état, parce que sa plainte n'est pas faite pour libérer, mais pour partager le poids. Le stoïcien ne se prête pas à ce jeu. Il écoute ce qui est nécessaire, comprend, mais ne se laisse pas envelopper. Parce qu'il sait que donner un espace constant à la plainte, c'est permettre à l'étranger de voler sa sérénité. Ne pas cohabiter avec la plainte constante exige de la fermeté. En vous-même, cela signifie observer chaque fois que vous tombez dans cette habitude et l'arrêter. Non pas avec culpabilité, mais avec discipline. Vous demandez, est-ce que ce que je dis me rapproche d'une solution ou ne fait qu'alimenter le problème? Le stoïcisme ne cherche pas à vous transformer en une pierre insensible, mais en quelqu'un qui comprend que l'énergie est trop précieuse pour être gaspillée en ce qui ne change rien. Le râleur croit que sa douleur est unique, mais la philosophie rappelle que la souffrance est une partie naturelle de la vie. La différence réside dans le choix de l'affronter avec dignité ou de l'alimenter avec des lamentations. Celui qui s'habitue à se plaindre devient l'esclave de sa propre voix, tandis que celui qui décide de se taire et d'agir devient maître de lui-même. Dans la pratique quotidienne, cela implique de transformer la plainte en action ou en acceptation. Si quelque chose peut être changé, que vos paroles se transforment en actions concrètes. La plainte constante est comme un écho dans une caverne. Elle se répète et se répète jusqu'à devenir insupportable, mais elle ne change jamais la réalité. Le stoïcien ne cohabite pas avec cet écho. Il ne le tolère pas et ne le transforme pas en habitude. Il préfère le silence de la réflexion ou l'action concrète plutôt que le bruit vide de la lamentation. Parce que la plainte ne fait pas bouger le monde, elle ne fait que le retarder. L'action disciplinée, en revanche, construit un chemin solide vers la liberté. 6. Ne permettez pas la distorsion de la vérité. Les miroirs brisés ne reflètent pas la réalité, ils montrent des fragments déformés qui confondent et trompent. C'est ainsi que fonctionne la distorsion de la vérité. Elle prend ce qui est, le brise en morceaux et vous le rend manipulé jusqu'à ce que vous doutiez de vos propres yeux. Celui qui manipule la vérité cherche à modeler votre perception, car il sait qu'en contrôlant ce que vous croyez, il contrôle aussi comment vous agissez. Le stoïcisme enseigne que vivre dans la clarté est indispensable pour maintenir la liberté intérieure, et c'est pourquoi on ne doit jamais tolérer que la vérité soit tordue, déguisée ou utilisée comme outil de pouvoir. La distorsion n'apparaît pas toujours dans de grands mensonges évidents. Souvent, elle se cache dans des demi-vérités, dans des silences stratégiques, dans des discours qui exagèrent ce qui est pratique et cachent ce qui est inconfortable. C'est là son plus grand danger. Elle ne semble pas être une attaque frontale, mais un petit ajustement de la réalité qui change tout peu à peu. Comme une boussole déviée d'un seul degré, tolérer cette manipulation finit par vous éloigner beaucoup de votre propre chemin. Le stoïcien sait que la vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est nécessaire. L'inconfort qu'elle provoque en l'affrontant est préférable au chaos silencieux de vivre dans des illusions. Sénèque soulignait que personne ne peut vivre en paix s'il est entouré de tromperies, car tôt ou tard, le mensonge devient un fardeau insupportable. Supporter la distorsion, c'est accepter des chaînes invisibles qui lient votre esprit. Dans la vie quotidienne, cette manipulation se présente dans de nombreux scénarios. Cela peut être un supérieur au travail qui cache des informations pour maintenir le contrôle, une relation où des mots à moitié sont utilisés pour manipuler les émotions, ou même votre propre esprit qui déforme les souvenirs et justifie les erreurs pour ne pas affronter la réalité. La vérité, bien qu'elle soit parfois dure, libère. Le mensonge asservit toujours. C'est pourquoi le stoïcien préfère affronter des réalités crues plutôt que de vivre sous de doux mensonges. Tolérer la distorsion de la vérité, c'est perdre le contrôle de votre jugement, qui est précisément ce que vous avez de plus précieux.
Marc Aurèle avertissait que votre esprit devient ce que vous consommez et acceptez. Si vous permettez qu'il se nourrisse de fausseté, il perdra sa clarté. Ne pas permettre la distorsion implique également de rejeter vos propres justifications internes. Souvent, l'esprit préfère distordre pour ne pas ressentir de douleur. Vous justifiez un mauvais traitement, vous minimisez une erreur, vous vous convainquez que l'injustice est normale. Cette forme d'auto-tromperie est aussi dangereuse que la manipulation externe. Le stoïcien affronte cette tendance avec une honnêteté radicale, car il comprend que la force ne peut être construite que sur des fondations solides de vérité. Les miroirs brisés peuvent tromper les yeux, mais ils ne trompent jamais un esprit formé à la clarté. Le stoïcien ne permet pas que la vérité soit tordue, car il sait que celui qui perd l'accès à elle perd aussi la liberté de choisir. Le mensonge peut sembler plus confortable, mais c'est un labyrinthe dont peu sortent. La vérité, en revanche, bien qu'elle fasse mal, ouvre toujours le chemin vers la sérénité et la dignité. 7. Ne sacrifiez pas votre dignité pour plaire. Les marionnettes se déplacent avec grâce sur scène, mais chacun de leurs gestes est lié au fils d'un autre. C'est l'image la plus claire de ce qui se passe quand quelqu'un sacrifie sa dignité pour plaire. Il semble avancer, il semble décider, il semble vivre libre, mais en réalité ses mouvements dépendent de l'approbation externe. Et il n'y a pas de chaîne plus lourde que le besoin constant d'être accepté par tous. Le stoïcisme enseigne que le prix de la dignité ne doit jamais être négocié, car la perdre pour plaire revient à se livrer comme esclave au jugement des autres. Le besoin de plaire est alimenté par la peur. Peur d'être rejeté, peur de la solitude, peur de décevoir. Sous cette pression, beaucoup de gens cèdent à ce qu'ils ne veulent pas, disent ce qu'ils ne ressentent pas et font ce qui va à l'encontre de leurs valeurs. À court terme, ils reçoivent des sourires, des applaudissements et de l'acceptation. Mais à long terme, ils se retrouvent vides, car chaque concession gaspillée vole un morceau d'identité. Sénèque disait que rien n'est plus misérable que de vivre en fonction de ce que les autres pensent, car la vie cesse alors d'être la vôtre et devient un spectacle où vous ne faites que jouer pour plaire. Le stoïcien ne rejette pas la convivialité ni ne méprise l'affection, mais il comprend qu'il y a une limite non négociable, la dignité. Cette force intérieure qui ne dépend ni des éloges ni des critiques. La dignité est la base de la liberté, car elle vous permet de dire oui quand vous le voulez vraiment et non quand vous en avez besoin, sans ressentir de culpabilité ni de peur. Plaire peut ouvrir des portes momentanées, mais maintenir la dignité construit des chemins solides qui ne dépendent de personne. Dans la vie quotidienne, sacrifier la dignité pour plaire peut se manifester de nombreuses façons. Accepter les humiliations pour ne pas perdre une relation, taire les injustices au travail par peur d'être pointé du doigt, sourire face à la maltraitance pour éviter les conflits. Chacun de ces actes semble être la paix, mais en réalité c'est une renonciation, et le prix de cette renonciation est toujours la perte de respect de soi. Le stoïcien ne peut pas se permettre cette perte, car il sait que celui qui ne se respecte pas lui-même ne peut exiger le respect de personne d'autre. Ne pas sacrifier la dignité implique d'apprendre à être en paix avec le rejet. Cela implique d'accepter que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, que tout le monde ne vous aimera pas, que vous ne répondrez pas toujours aux attentes des autres. Mais ce malaise momentané est préférable à l'esclavage de vivre sous des masques. Marc Aurèle rappelait que la dignité se mesure à la cohérence de vos actes, pas au nombre de mains qui vous applaudissent. Le respect de soi est le plus grand trésor. Celui qui le conserve ne sera jamais vide, même s'il ne reçoit pas d'applaudissements. Celui qui le perd, même s'il est entouré d'approbation, ressentira toujours un vide. Le stoïcien choisit l'inconfort d'être authentique plutôt que le confort de vivre attaché à des fils. Parce que la dignité ne se négocie pas, elle se défend. 8. Ne gaspille pas ta force à lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Les vagues de la mer ne s'arrêtent jamais parce que quelqu'un essaie de les freiner avec ses mains. Tu peux frapper l'eau, crier aux vagues, résister de toutes tes forces.
mais la mer continuera d'avancer avec le même calme qu'elle a toujours eu. C'est ainsi dans la vie. Il y a des choses qui ne seront jamais sous ton contrôle, aussi épuisant que soit ton combat contre elles. Le temps qui passe, la mort inévitable, la nature des autres, les tournants inattendus du destin. Lutter contre l'inamovible est comme se battre avec des ombres. Tu dépenses de l'énergie, tu perds ta sérénité et tu finis épuisé sans avoir rien changé. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans la résistance aveugle, mais dans l'acceptation sage de ce qui ne peut être transformé. L'obsession de changer ce qui est hors de notre portée est l'un des plus grands voleurs de paix. Nous nous mettons en colère contre le temps, contre le passé, contre les décisions des autres, contre des circonstances qui ne pourront jamais être inversées. Cette lutte constante nous vole de l'énergie que nous pourrions utiliser pour ce qui est à notre portée. Épictète le résumait par la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Et gaspiller de l'énergie sur la seconde, c'est vivre comme un esclave de l'impossible. Ne pas gaspiller d'énergie dans des batailles perdues ne signifie pas se résigner passivement, mais diriger sa volonté là où elle compte vraiment. Cela signifie agir avec discipline sur ce que tu peux influencer et lâcher prise sur ce qui échappe à ton contrôle. Cela signifie comprendre que tous les problèmes ne méritent pas ta guerre, car la plupart de ces guerres n'existent que dans ton esprit. Le stoïcien choisit ses batailles avec soin, sachant que l'énergie est limitée et doit être utilisée pour construire, pas pour détruire. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans des exemples simples mais profonds. Quand tu t'accroches à changer une personne qui ne veut pas changer, tu perds de la force. Quand tu essaies de contrôler ce que les autres pensent de toi, tu perds de la force. Quand tu luttes contre le passé en souhaitant qu'il ait été différent, tu perds de la force. Chacune de ces batailles est un océan impossible à contenir avec les mains. Le stoïcien reconnaît l'impossibilité et, au lieu de gaspiller de l'énergie, la dirige vers son caractère, vers ses décisions, vers son propre domaine intérieur. L'acceptation stoïcienne n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est l'art de voir clairement ce qui est et de choisir comment réagir. Il ne s'agit pas de se rendre, mais de s'adapter avec sagesse, comme le navigateur qui ne maudit pas le vent, mais qui ajuste les voiles pour avancer au milieu de la tempête. C'est la force qui ne s'épuise pas, mais qui se multiplie à chaque décision consciente. Le plus grand triomphe est de comprendre que ta force est sacrée. Elle ne mérite pas d'être perdue dans des combats inutiles, ni dans des ressentiments interminables, ni dans des plaintes contre ce que tu ne peux pas changer. Elle mérite d'être utilisée pour ta croissance, pour ta discipline, pour ta sérénité. Le monde ne changera pas parce que tu t'opposes à sa nature, mais ta vie changera lorsque tu choisiras où concentrer ta volonté. Ne gaspille pas ta force contre les vagues du destin. 9. Vaincre ton ennemi sans lever le petit doigt. Le feu ne s'éteint pas toujours avec de l'eau. Souvent, il s'éteint de lui-même parce qu'il cesse de recevoir de l'oxygène. Il en va de même pour les conflits. Ils ne sont pas toujours gagnés par des attaques, des cris ou des confrontations directes, mais par le calme stratégique qui prive le chaos de nourriture. La vraie victoire ne consiste pas à t'épuiser en te battant, mais à te maîtriser tellement que l'autre n'a plus où frapper. Le stoïcisme enseigne que la persuasion la plus puissante ne se trouve pas dans la confrontation physique ni dans la vengeance, mais dans la fermeté silencieuse qui désarme n'importe qui sans avoir besoin de violence. Vaincre sans lever le petit doigt ne signifie pas être faible, cela signifie être maître absolu de toi-même, parce que celui qui réagit avec colère cède son pouvoir, tandis que celui qui reste calme le conserve tout. L'ennemi attend ta réaction, se nourrit de ta fureur, cherche à t'entraîner sur son terrain. Mais quand ta réponse est la sérénité, quand ton esprit ne cède pas à l'impulsion, la confrontation devient une défaite pour lui. Sénèque le disait clairement, celui qui te met en colère te domine. Résister à cette provocation, c'est le vaincre sans avoir besoin de le toucher. La persuasion stoïcienne n'est pas de la manipulation,
c'est de l'influence basée sur la force de l'exemple. Une attitude ferme, cohérente et sereine inspire plus de respect que 1000 discours. Quand tu ne tombes pas dans les provocations, quand tu démontres que ta valeur ne dépend pas de ce que l'autre essaie de te faire, tu envoies un message fort. Il n'y a aucun moyen de te briser. Cette image parle plus fort que n'importe quel argument. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à gérer les attaques avec clarté. Quand quelqu'un t'humilie, ton silence sûr est plus blessant qu'une réplique impulsive. Quand quelqu'un cherche à te manipuler, ton calme ferme met en évidence son jeu. Quand quelqu'un essaie de s'imposer avec des cris, ta sérénité le confronte avec le vide de son propre débordement. Le stoïcien ne gagne pas parce qu'il détruit l'autre, mais parce qu'il refuse d'être entraîné sur le terrain de la médiocrité. Le stoïcisme enseigne que la force intérieure est un mur qu'aucune attaque externe ne peut abattre si tu n'ouvres pas la porte de l'intérieur. C'est pourquoi la persuasion la plus efficace n'est pas de crier plus fort, mais de montrer par tes actes que tu es inébranlable. Cette constance finit par influencer même ceux qui cherchent à te nuire, parce que tôt ou tard, ils reconnaissent la différence entre quelqu'un qui se laisse emporter par le chaos et quelqu'un qui gouverne son esprit. Vaincre ton ennemi sans lever le petit doigt n'est pas une fantaisie, c'est de la discipline. C'est le résultat d'entraîner l'esprit à ne pas réagir comme les autres s'y attendent, de cultiver la patience comme stratégie et de comprendre que le calme n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir absolu. Celui qui se maîtrise lui-même remporte n'importe quelle bataille sans se salir les mains. La force de la persuasion stoïcienne ne crie pas, ne frappe pas, ne menace pas. Elle reste simplement ferme, comme un rocher que ni la tempête ni les vagues ne parviennent à déplacer. Et cette tranquillité, cette sérénité indestructible, c'est ce qui fait du stoïcien un vainqueur qui n'a pas besoin d'armes. Parce que l'ennemi n'est pas vaincu par plus de violence, mais par le pouvoir de montrer qu'il ne pourra jamais toucher ton essence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La vie moderne est comme un marché plein de voix qui crient en même temps. Tout le monde veut ton attention. Tout le monde veut ton énergie, et si tu n'apprends pas à filtrer le bruit, tu finis épuisé, confus et vide. Tu cours après tout, tu accumules des choses dont tu n'as pas besoin, tu te mêles à des discussions sans valeur, et quand un problème survient, tu le vois comme une punition, au lieu de le comprendre comme une opportunité de croissance. C'est ainsi que le chaos te rattrape, petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, jusqu'à ce que tu perdes ton centre. Le stoïcisme, loin d'être un ensemble de phrases anciennes, est une discipline pratique, presque comme un bouclier que tu peux porter dans la vie quotidienne. Il ne te dit pas de fuir le bruit, mais d'apprendre à rester calme au milieu de celui-ci. Il te rappelle que tu ne contrôles pas les vagues, mais bien ton gouvernail. Que la paix ne se trouve pas en accumulant plus, mais en lâchant ce qui est inutile. Que le silence n'est pas vide, mais un refuge pour organiser l'esprit et voir clairement ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette approche. Non pas pour devenir froid ou distant, mais pour vivre avec intention, pour cesser de réagir comme des marionnettes et commencer à choisir fermement. La force n'est pas dans l'apparence, mais dans la résistance sans perdre son calme, dans la construction de limites claires et dans la protection de ce qui donne un sens à notre vie. Dans cette vidéo, tu découvriras 9 leçons stoïciennes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Ce sont des pratiques simples, mais puissantes, qui t'aideront à retrouver l'équilibre, à cesser de perdre de l'énergie dans ce qui ne compte pas et à trouver la clarté même au milieu du chaos. Reste jusqu'à la fin, car chaque conseil sera une étape pour que tu cesses de survivre dans la tempête et commences à naviguer avec détermination et beaucoup d'efficacité. 1. Débarrasse-toi de ce dont tu n'as pas besoin. Pense à quelqu'un qui essaie de traverser un désert en portant un sac à dos plein de pierres.
Chaque pas devient plus lent, la fatigue se multiplie, et même si le but est proche, cette personne n'y arrive pas parce que le poids l'a vainc. Maintenant, demande-toi, ne fais-tu pas la même chose quand tu portes des objets, des engagements et des pensées qui ne te servent pas vraiment? La vie moderne nous a appris à accumuler, comme si la quantité de choses que nous possédons déterminait notre valeur. Nous gardons des objets que nous n'utilisons pas, nous acceptons des engagements qui ne nous concernent pas, nous maintenons des relations qui nous enlèvent plus qu'elles ne nous apportent. Et pendant ce temps, le fardeau nous vole de l'énergie, de la clarté et du temps. Le stoïcisme nous enseigne qu'une grande partie de notre souffrance naît de l'inutile que nous décidons de conserver. Marc Aurèle a écrit que l'essentiel dans la vie est très peu, mais dans ce peu se trouve tout ce dont nous avons vraiment besoin. L'esprit humain, cependant, a tendance à croire qu'il manque toujours quelque chose, que nous devons courir après plus pour nous sentir complets. Cette illusion nous transforme en esclaves d'objets, d'apparences, d'attentes étrangères. Se libérer de ce dont on n'a pas besoin ne signifie pas renoncer à tout, mais apprendre à distinguer clairement ce qui te construit de ce qui te lie seulement. C'est observer avec honnêteté tes routines, tes espaces, tes liens, et te demander « Cela me donne-t-il la paix ou me vole-t-il de l'énergie ?» Le stoïcien n'accumule pas par peur de manquer de rien, mais conserve ce qui renforce son caractère et son but. Le reste, il le lâche sans remords. Pense au silence d'une pièce rangée. Là, tout a une place, rien ne manque. Et c'est pourquoi l'esprit respire. Compare-le maintenant à une pièce pleine de choses empilées, où chaque objet crie pour attirer l'attention. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Lorsque tu laisses l'inutile s'accumuler, tu perds en clarté. Quand tu nettoies et ranges, tu trouves la tranquillité. Pratiquer ce principe est un acte de discipline. Tu peux commencer par revoir tes biens et lâcher ce que tu n'as pas utilisé depuis des années. Fais de même avec les engagements sociaux que tu ne respectes que par habitude, avec les habitudes qui drainent ton énergie et avec les relations qui ne sont plus réciproques. Chaque fois que tu lâches quelque chose, tu te rends compte que tu n'en avais pas vraiment besoin, autant que tu le pensais. Et le plus important, tu ressens la légèreté d'avancer avec moins de poids. La valeur de cette pratique ne réside pas seulement dans le matériel, mais aussi dans le mental. Apprendre à lâcher des pensées répétitives, des ressentiments anciens et des préoccupations que tu ne peux pas contrôler est l'une des formes de libération les plus profondes. Le stoïcisme insiste pour rappeler la dichotomie du contrôle. Si cela ne dépend pas de toi, il n'a pas de sens de le porter. Et chaque fois que tu le lâches, ton pas devient plus ferme, ton esprit plus clair et ta vie plus légère. Celui qui s'accroche à l'inutile perd de la force dans l'essentiel. C'est pourquoi se débarrasser de ce dont tu n'as pas besoin n'est pas un sacrifice. C'est une stratégie pour vivre avec plus d'équilibre et de clarté. Tu n'as pas besoin de 10 chemins, juste un qui a du sens. 2. Arrête de courir après tout. Un chien qui court après sa propre queue ne l'atteint jamais. Il tourne sans arrêt, s'épuise, mais finit au même endroit. C'est exactement ce qui arrive à l'être humain lorsqu'il vit en poursuivant tout ce qui bouge autour de lui. Tu cours après la reconnaissance, l'argent, l'acceptation, une bonne heure qui semble toujours être ailleurs. Le résultat est l'épuisement, le vide et la frustration, car plus tu cours, plus ce que tu cherches s'éloigne. Et si tu t'arrêtes un moment, tu découvres que beaucoup de ce que tu poursuivais n'avait en réalité aucune valeur, que c'était seulement du bruit déguisé en objectif. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui a de la valeur de ce qui ne fait que nous épuiser. Il nous rappelle que tu ne peux pas tout contrôler, et tu ne devrais pas essayer. Poursuivre tout, c'est tout perdre, car celui qui se disperse dans 1000 directions n'avance dans aucune. Marc Aurèle a écrit que la vie de l'homme est gaspillée lorsqu'il ne sait pas où diriger son esprit. Aujourd'hui, cette phrase est plus pertinente que jamais. Nous ouvrons les yeux chaque matin et le monde nous bombarde déjà avec 1000 choses à faire, à voir, à acheter, à prétendre. Si tu ne décides pas fermement où mettre ton énergie, le monde la consommera pour toi. Arrêter de courir après tout n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence.
C'est choisir clairement ce qui ajoute à ta vie et lâcher ce qui ne fait que te tirer vers le bas. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être partout, de dire oui à chaque invitation, ni d'accepter chaque proposition qui arrive entre tes mains. C'est reconnaître que même le succès, quand tu le poursuis comme une obsession, devient une. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que de revoir ta liste de tâches quotidiennes. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans tout cela? Qu'est-ce qui contribue à ma paix, à mon but, à ma croissance? Tu découvriras que la plupart sont des engagements imposés, des distractions qui ne font que te voler de l'énergie. Lâche-les. Pratique l'art de dire non avec fermeté. Protège ton attention comme si c'était ton plus grand trésor, parce que c'est le cas. Cela s'applique aussi à tes pensées. L'esprit court après des scénarios imaginaires, des soucis futurs, des souvenirs du passé. Ce va-et-vient constant épuise plus que n'importe quel travail physique. Le stoïcisme enseigne à revenir au présent, à lâcher les courses mentales qui ne mènent nulle part. Quand tu apprends à concentrer ton énergie sur ce qui dépend de toi, tu fais l'expérience d'une liberté que le monde moderne ignore. Arrêter de courir après tout ne signifie pas arrêter d'avancer. Cela signifie se déplacer avec stratégie, avec clarté, avec intention. Celui qui court après tout n'arrive nulle part. Celui qui choisit calmement où aller arrive avec assurance. Et la vie ne récompense pas celui qui court le plus, mais celui qui sait où il marche avec détermination et confiance en lui-même pour toujours savoir où aller. 3. Considère chaque difficulté comme un entraînement. Le rocher le plus dur ne se forme pas dans le calme, mais sous des siècles de pression. Le diamant ne naît pas à la surface, mais dans les profondeurs où le feu et le poids le transforment. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Ce qui te dérange aujourd'hui, ce qui te met sous pression et ce qui semble insupportable, en réalité, façonne ton caractère. L'erreur courante est de croire que les difficultés sont des ennemis à éviter, alors qu'en réalité, elles sont le terrain d'entraînement le plus précieux que tu as. Le stoïcisme insiste clairement sur ce point. Les épreuves n'arrivent pas pour te démolir, elles arrivent pour t'entraîner. Épictète enseignait que l'important n'est pas ce qui se passe, mais comment tu y fais face. Chaque obstacle est neutre jusqu'à ce que ton interprétation le transforme en punition ou en entraînement. Si tu le prends comme un malheur, tu te noies dans les plaintes. Si tu le comprends comme une pratique, tu te renforces à chaque coup. Ce choix est entre tes mains. Nous vivons à une époque obsédée par le confort. Nous voulons des raccourcis. Nous cherchons des solutions rapides. Nous fuyons tout ce qui est inconfortable. Mais le confort n'a jamais renforcé personne. Le muscle grandit avec la résistance. L'esprit s'élargit avec les défis et l'esprit ne s'élève que lorsqu'il traverse l'épreuve. Les difficultés auxquelles tu fais face ne sont pas des malédictions. Ce sont des opportunités que la vie met devant toi pour que tu puisses grandir. Considère chaque défi comme s'il s'agissait d'un poids dans une salle de sport invisible. Personne n'apprécie l'effort au début, mais le résultat se voit avec le temps. Tu perds un travail et voilà l'occasion de t'entraîner à la résilience et à la créativité. Tu fais face à une trahison et c'est ta chance d'apprendre à avoir plus confiance en toi qu'en la validation externe. Tu subis une perte et tu t'entraînes à la patience, à l'acceptation et à la capacité de continuer à avancer même avec des cicatrices. La douleur ne doit pas être niée, mais elle ne doit pas non plus être considérée comme inutile. Le stoïcien comprend qu'il y a une leçon dans chaque coup et que la douleur, aussi dure soit-elle, peut devenir un maître. La bonne question n'est jamais « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « à quoi cela peut-il me servir ?» Ce changement de perspective change tout. Ce qui semblait auparavant être une injustice se révèle maintenant comme un enseignement. Ce qui était auparavant un obstacle devient un outil. Chaque jour apporte avec lui des entraînements cachés. Le trafic qui t'impatiente est l'occasion de pratiquer ta patience. La critique injuste est l'occasion de travailler ta sérénité. L'échec est la répétition qui te prépare au véritable succès. Si tu apprends à voir les choses sous cet angle,
Ta vie cesse de se sentir comme un champ de bataille hostile et commence à être un terrain d'entraînement qui renforce ton esprit et ton âme. Au final, la vie ne consiste pas à éviter les coups, mais à t'entraîner avec eux jusqu'à ce que rien d'extérieur n'ait le pouvoir de te démolir. La pression qui te pèse aujourd'hui est la même qui peut te transformer en quelqu'un de plus fort, de plus clair et de plus ferme. Et alors que beaucoup se brisent sous le poids, tu peux apprendre à l'utiliser comme la force qui façonne ton caractère. 4. Fais du silence ton refuge. Le bruit du monde ressemble à un essaim d'abeilles qui tourne autour de ta tête. Des bourdonnements partout, impossibles à ignorer, qui finissent par voler ta tranquillité et ton énergie. Aujourd'hui, cet essaim est fait de notifications, de conversations vides, d'opinions étrangères et de distractions constantes. Si tu n'apprends pas à t'éloigner, ton esprit reste pris dans un tourbillon qui ne s'arrête jamais. En revanche, lorsque tu choisis le silence, l'essaim disparaît et tu découvres que la sérénité n'était pas à l'extérieur. Elle a toujours été en toi, attendant d'être entendue. Le stoïcisme comprenait le silence comme un espace de pouvoir, non de faiblesse. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait que la tranquillité vient de l'ordre de l'âme, non du fait de crier plus fort que les autres. Aujourd'hui, il semble que c'est le contraire. On valorise celui qui parle sans arrêt, celui qui a une opinion sur tout, celui qui remplit les vides avec du bruit. Mais la vérité est que le silence révèle plus de force que 1000 mots. Celui qui maîtrise le silence montre qu'il n'a pas besoin de s'exhiber pour se sentir fort, qu'il ne dépend pas de l'approbation constante pour confirmer sa valeur. Faire du silence un refuge ne signifie pas s'isoler complètement du monde. Cela signifie choisir quand et comment ouvrir de l'espace pour t'écouter toi-même. Le bruit extérieur peut te tromper, mais ton intérieur ne ment jamais. Dans le silence, tu reconnais ce que tu ressens vraiment, ce que tu as besoin d'ajuster et vers où tu veux aller. Sans silence, tu vis en pilote automatique, réagissant à tout sans direction. Avec le silence, tu commences à décider clairement. Ce principe peut être appliqué de manière très concrète. Tu peux commencer la journée sans allumer ton téléphone, en t'offrant quelques minutes de calme avant de faire face au tourbillon. Tu peux terminer la journée avec un espace de réflexion où tu passes en revue ce que tu as fait et ce que tu veux améliorer. Tu peux t'entraîner à répondre avec des pauses au lieu d'impulsions, en laissant le silence filtrer tes mots avant de les lancer. Chaque geste de silence devient un acte de discipline qui renforce ton esprit. Le silence fonctionne aussi comme une protection. Il y a des conversations qui ne méritent pas ton énergie, des discussions qui cherchent seulement à t'entraîner dans le chaos, des provocations qui se nourrissent de ta réaction. Là, le silence est un bouclier. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as pas à donner d'explication à tout. Se taire n'est pas se rendre, c'est décider que ta paix vaut plus que le besoin de gagner une discussion. Le silence devient alors un refuge qui te maintient en contrôle, même lorsque le monde s'attend à ce que tu exploses. Mais ta force ne se mesure pas à combien tu réponds, mais à combien tu choisis de ne pas laisser ce bruit entrer dans ton esprit. Chaque fois que tu choisis le silence, tu entraînes ta capacité de maîtrise de soi. Tu apprends à différencier ce qui importe de ce qui ne fait que distraire. Faire du silence ton refuge est un rappel que tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas ton attention. C'est comprendre que le véritable pouvoir est de décider à quoi donner ta voix et à quoi donner ta tranquillité. Et dans un monde qui s'épuise à courir après chaque bruit, être capable de te réfugier dans le silence est la preuve la plus claire de ta force intérieure. 5. Examine-toi tous les jours. Le miroir le plus honnête n'est pas celui que tu as sur ton mur, mais celui que tu tiens en toi lorsque tu décides de te regarder sans excuse. La plupart préfèrent l'éviter, car se confronter à soi-même n'est pas toujours confortable. Cependant, la véritable croissance commence à cet instant où tu acceptes d'observer tes défauts, de reconnaître tes progrès et de décider quels ajustements faire. Sans cette révision constante,
Tu finis par marcher à l'aveugle, répétant les mêmes erreurs et portant des habitudes qui te affaiblissent peu à peu. Les stoïciens étaient conscients de cette pratique comme une discipline quotidienne. Sénèque racontait qu'à la tombée de la nuit, il se demandait ce qu'il avait bien fait, ce qu'il avait mal fait et comment il pouvait s'améliorer. Il ne le faisait pas par culpabilité, mais par la responsabilité de celui qui sait que chaque journée est un entraînement pour le caractère. Se réviser tous les jours n'est pas se punir, c'est s'assurer que tu avances avec fermeté au lieu de dévier sans t'en rendre compte. Le monde moderne, plein de distractions et d'urgences, pousse à négliger cette coutume. La fatigue, la hâte et le confort font que nous repoussons l'auto-évaluation. Mais cette omission a un prix élevé. Les erreurs se répètent, les émotions gouvernent, et la direction de la vie est finalement déterminée par l'environnement, pas par ta volonté. Le stoïcisme offre une autre voie, utilisée chaque jour comme un atelier où tu forges ton esprit et renforces tes vertus. Tu peux appliquer ce principe de manière simple. À la fin de la journée, offre-toi quelques minutes de silence. Demande-toi sincèrement, ai-je vécu selon mes valeurs? Ai-je consacré mon énergie à ce qui compte vraiment? Ai-je laissé la colère, la paresse ou la peur me dominer? Ces questions fonctionnent comme une boussole. Tu n'as pas besoin de longues explications. Il suffit d'être honnête pour reconnaître ce qui doit continuer et ce qui doit être corrigé. Il est également utile de commencer la matinée avec la même pratique, en anticipant comment tu veux agir. Établir l'attitude avec laquelle tu affronteras les heures suivantes est comme préparer l'armure avant d'entrer en combat. Celui qui se révise au début de la journée se renforce avec clarté. Celui qui le fait à la fin s'assure de ne pas trébucher sur les mêmes pierres demain. Cette habitude ne renforce pas seulement l'esprit, elle ordonne aussi les émotions. Lorsque tu apprends à réviser ce que tu ressens, tu découvres des modèles qui passaient auparavant inaperçus. Tu remarques quelle situation éveille ta colère, quelle personne te draine et quelle décision te rapproche de ton but. Sans cette conscience, tout semble aléatoire. Avec elle, chaque jour devient une leçon qui te pousse à grandir. La révision quotidienne est, en essence, un acte d'humilité et de force. Humilité parce que tu acceptes qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Et force parce que tu choisis de te confronter à toi-même au lieu de fuir. Peu importe si tu le fais en écrivant dans un journal, en réfléchissant en silence ou en discutant avec toi-même avant de dormir. L'important est la constance, car chaque jour où tu te révises, tu deviens plus fort. Et chaque jour où tu l'ignores, tu laisses grandir des fissures invisibles qui peuvent te briser demain. Choisis alors d'être ton propre examinateur. Observe ta vie avec clarté, ajuste ce qui doit l'être et reconnais ce que tu fais déjà bien. 6. Protège ton temps avec des limites claires. L'eau qui s'infiltre par une fissure finit par vider la plus grande cruche. Peu importe combien tu as stocké, si tu ne mets pas une limite à la fuite, tout se perd peu à peu jusqu'à ne plus rien rester. Il en va de même pour ton temps. Tu peux avoir des plans, des objectifs et des rêves, mais si tu permets aux autres de le consommer avec des exigences, des distractions et des demandes sans sens, tu te retrouveras vide, épuisé et sans progrès. Le temps ne se vole pas d'un coup, il se draine par petites fuites. À chaque fois que tu dis oui alors que tu voulais dire non, à chaque interruption que tu acceptes sans questionner, à chaque espace que tu cèdes par peur de déranger. Le stoïcisme enseigne que la vie est courte et que le seul véritablement à nous est l'instant présent. Sénèque avertissait que les gens ne sont pas avares de leurs biens, mais gaspillent ce qu'il y a de plus précieux, leur temps. Cette contradiction nous définit en tant que société. Nous défendons bec et ongle le matériel, mais nous offrons des heures à des conversations vides, à des engagements sans but et à des habitudes qui ne nous rapprochent de rien. Si tu n'établis pas de limites claires, les autres décideront pour toi comment tu dépenses ta vie. Protéger ton temps ne signifie pas devenir froid ou égoïste, cela signifie reconnaître sa valeur et le traiter comme une ressource sacrée. Chaque jour qui passe est un jour de moins, et vivre comme si le temps était infini est le mensonge qui maintient beaucoup de gens dans la médiocrité.
Un stoïcien ne permet pas à n'importe qui de disposer de sa vie, car il comprend que chaque heure investie dans ce qui n'est pas important est une heure volée à ce qui peut transformer son destin. Pratiquer ce principe exige du courage. Dire non est inconfortable. Fixer des limites peut générer du rejet, mais le prix de plaire à tout le monde est de te perdre toi-même. Chaque fois que tu cèdes ton temps sans conscience, tu choisis de laisser tes priorités en second plan. Tu ne peux pas avancer vers tes objectifs si ton agenda est dicté par ce que les autres veulent de toi. Tu ne peux pas prendre soin de ta paix si tu es disponible pour n'importe qui à tout moment. Il y a des moyens concrets de commencer à protéger ton temps. L'un d'eux est d'organiser tes journées avec intention, en consacrant des blocs d'énergie à ce qui compte vraiment et en éliminant ce qui n'apporte rien. Un autre est d'apprendre à refuser fermement ce qui interfère avec ton but, en comprenant qu'un non clair vaut mieux qu'un oui plein de ressentiment. Le temps se défend aussi sur le plan émotionnel. Évite de dépenser de l'énergie dans des discussions qui ne mènent à rien, dans des critiques qui ne changent pas ta vie, dans des pensées répétitives qui ne font que te consommer. Tout ce qui occupe de l'espace dans ton esprit vole des heures à ton existence. Si tu n'es pas le gardien de ton temps mental, tu finiras épuisé, même si ta journée a semblé vide. La différence entre une vie dispersée et une vie avec un but réside dans la clarté avec laquelle tu décides de protéger tes heures. Chaque limite que tu fixes est une déclaration de valeur personnelle, un message qui dit « Ma vie m'appartient et je ne la donne en échange de rien ». Protéger ton temps n'est pas un enfermement, c'est la liberté, parce que lorsque tu choisis dans quoi l'investir, tu retrouves la capacité d'avancer avec force vers ce qui compte vraiment. Et dans un monde où tout le monde veut ton attention, ton énergie et tes heures, l'acte le plus révolutionnaire est celui-ci. Tracer une limite ferme et se rappeler que la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer est le temps que tu as laissé filer. 7. Célèbre ce que vous avez déjà. La personne qui voit toujours le verre à moitié vide se condamne à vivre avec soif, même si en réalité elle ne manque jamais d'eau. Le désir de plus, lorsqu'il n'est pas contrôlé, est comme une fissure au fond du verre. Peu importe combien vous essayez de le remplir, il ne se sent jamais complet. C'est ainsi que vit une grande partie de l'humanité, courant après ce qui manque, aveuglé par ce qui est déjà présent. Et dans cet état d'insatisfaction constante, ils oublient de célébrer ce qu'ils ont maintenant, ce qui les soutient déjà, ce qui fait déjà partie de leur réalisation et de leur vie. Le stoïcisme enseigne que la gratitude n'est pas un luxe, c'est une discipline. Marc Aurèle écrivait que se réveiller et voir la lumière du jour était déjà une raison suffisante pour être reconnaissant. Sénèque insistait sur le fait que désirer moins, c'est posséder plus, car la véritable richesse réside dans la capacité à apprécier ce que l'on a, et non dans l'accumulation de ce qui ne sera jamais suffisant. La gratitude n'est pas passivité. Elle est la base qui empêche votre esprit de devenir un champ de bataille dominé par la pénurie. Célébrer ce que vous avez déjà ne signifie pas se contenter. Cela signifie reconnaître le terrain sur lequel vous vous tenez, afin de pouvoir avancer avec plus de fermeté. La personne qui ne remercie pas ce qu'elle possède déjà ne profitera jamais de ce qu'elle obtiendra par la suite, car son esprit se concentrera toujours sur ce qui manque. Ce principe peut être appliqué de manière simple. Consacrez quelques minutes par jour à énumérer ce qui fait partie de votre vie aujourd'hui et que vous auriez considéré comme un rêve il y a quelques années. Cela peut être votre santé, votre maison, les personnes qui vous entourent, les opportunités que vous avez reçues ou même les batailles que vous avez déjà surmontées. Ce simple acte de reconnaissance change votre perspective, car il vous apprend à voir l'abondance au lieu de vous obséder avec le manque. Vous pouvez également le pratiquer pendant les moments de difficulté. Quand tout semble aller mal, la gratitude agit comme une ancre. Prendre le temps de reconnaître ce que vous avez encore, même au milieu du chaos, vous rappelle que tout n'est pas perdu et qu'il y a toujours quelque chose qui soutient votre vie. Cette pratique renforce votre esprit contre le désespoir, car elle vous permet de trouver la lumière même au milieu de l'obscurité.
Le danger de ne pas célébrer ce que vous avez déjà est de tomber dans le piège de la comparaison. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés d'images de vie qui semblent parfaites, de réalisations qui semblent gigantesques et d'objectifs qui nous font nous sentir petits. Si vous n'apprenez pas à regarder ce que vous avez avec gratitude, vous vous sentirez toujours insuffisant. Le stoïcisme nous enseigne à briser ce cycle, à diriger notre regard vers l'intérieur, à apprécier ce que nous avons et à cesser de mesurer notre vie à l'aune des autres. Célébrer ce que vous avez déjà vous libère également de la dépendance externe. Lorsque vous êtes reconnaissant de l'intérieur, vous n'avez plus besoin de tant de validation. Vous arrêtez de chercher l'approbation et vous trouvez satisfaction dans la simplicité. C'est la clé. Transformer l'ordinaire en extraordinaire, car l'extraordinaire n'est pas d'avoir plus, mais de réaliser ce que vous possédez déjà. La gratitude est un muscle qui se renforce avec la pratique quotidienne. Chaque fois que vous reconnaissez ce que vous avez déjà, vous renforcez votre résilience, votre paix et votre clarté. Et alors que beaucoup vivent avec une soif éternelle, poursuivant un verre impossible à remplir, vous pouvez apprendre à apprécier l'eau qui est déjà dans vos mains. Célébrer ce que vous avez ne vous arrête pas. Cela vous donne l'énergie et la tranquillité nécessaires pour continuer à avancer sans vous perdre dans l'illusion que ce n'est jamais suffisant. 8. Visse avec intention, pas par inertie. Une rivière sans lit défini déborde, avance sans direction et finit par se perdre dans des terrains stériles. L'eau continue de couler, mais elle ne construit rien, n'irrigue rien, ne transforme rien. C'est ainsi que la vie se passe quand on vit par inertie. Tu bouges, mais tu n'avances pas. Les jours passent, les mois passent, même les années. Et bien que tu sois toujours occupé, tu découvres que tu n'étais en réalité en train de construire rien de propre. Tu réagissais simplement à ce que le monde mettait devant toi. Le stoïcisme enseigne que vivre avec intention, c'est choisir clairement comment tu utilises ton énergie et ton temps. Marc Aurèle avertissait que la vie de beaucoup d'hommes est gaspillée parce qu'ils ne savent pas où diriger leur esprit. Et c'est le piège le plus courant de la modernité. Se réveiller chaque jour sans but, se laisser emporter par des engagements qui n'ont pas de sens, agir automatiquement comme si la répétition de routines vides était la même chose que vivre. Vivre avec intention, en revanche, c'est se réveiller avec la clarté que chaque action compte. Cela ne signifie pas avoir tout résolu, ni contrôler chaque détail. Cela signifie être conscient que tes décisions construisent ton destin. Chaque mot, chaque habitude, chaque limite que tu poses ou que tu ne poses pas, chaque pas que tu choisis de faire te mène vers un endroit. L'intention transforme le quotidien en significatif. Ce que tu fais en mangeant, en travaillant, en te reposant ou en te liant avec les autres cesse d'être une simple répétition et devient une partie de ton chemin. Pratiquer ce principe commence par t'arrêter. Demande-toi, pourquoi fais-je ce que je fais ? Est-ce que j'agis parce que je le souhaite ou parce que d'autres s'attendent à ce que je le fasse ? Est-ce que je choisis mes pas ou est-ce que je répète simplement ce qui semblait plus facile hier ? Ces questions sont dérangeantes car elles nous obligent à reconnaître combien de notre vie est motivée par l'habitude. Le stoïcien ne craint pas ces questions, il les cherche car il sait que l'inconfort est le début de la clarté. Tu peux appliquer cet enseignement de manière simple. Au début de la journée, établis une intention claire. Comment tu veux agir ? Quelle attitude tu veux maintenir ? Quelle valeur tu veux refléter ? Tu n'as pas besoin de grands discours. Il suffit de te rappeler « Aujourd'hui, je choisis d'être le maître de mes actions ». Cette simple pratique change la façon dont tu affrontes le quotidien. Parce que celui qui vit avec intention ne répond pas impulsivement, ne se laisse pas emporter par des émotions passagères. Il choisit avec calme et fermeté. L'inertie est dangereuse car elle déguise la passivité en activité. Le silence joue un rôle important ici. Si tu ne t'arrêtes pas pour écouter ton intérieur, tu vivras toujours en suivant le bruit de l'extérieur. Le monde essaiera d'imposer ses urgences et ses objectifs. Mais si tu as la discipline de te rappeler ce que tu veux et ce que tu apprécies, tu sauras dire non
à ce qui n'ajoute rien et oui à ce qui renforce ton chemin. Vivre avec intention est un choix quotidien. C'est refuser d'être une rivière débordante qui se perd dans n'importe quel terrain et décider d'être un lit solide qui dirige son eau là où elle porte ses fruits. C'est refuser de vivre en automatique et commencer à vivre avec conscience. Parce qu'à la fin, le temps va passer de toute façon, la différence est de savoir si tu le gaspilles par inertie ou si tu l'investis avec un but. 9. Embrasse la simplicité et l'authenticité dans tes relations. Un masque peut impressionner pendant un moment, mais tôt ou tard, il se fissure et laisse voir ce qui se cache vraiment derrière. Beaucoup de personnes vivent ainsi leurs liens, en déguisant ce qu'ils ressentent, en prétendant être ce qu'ils ne sont pas, en essayant de s'adapter à des moules qui ne leur ont jamais appartenu. Le résultat est une fatigue profonde, car soutenir un masque consomme plus d'énergie que de se montrer authentiquement. Et l'ironie est que, dans cette tentative d'être accepté, ils finissent par construire des relations creuses qui manquent de valeur réelle. Le stoïcisme enseigne que la grandeur ne se trouve pas dans le grandiloquent, mais dans le simple. Marc Aurèle rappelait que la véritable noblesse est de vivre selon ta nature, pas de faire semblant. Appliqué aux relations, cela signifie que l'authenticité et la simplicité sont les fondations de tout lien solide. Lorsque tu te relates à partir de la vérité et non de l'apparence, tu économises du temps. Tu protèges ton énergie et tu construis des liens qui résistent aux épreuves. La société actuelle encourage le contraire. Elle nous pousse à montrer une version éditée de nous-mêmes, à rivaliser pour l'attention, à mesurer la valeur des personnes par ce qu'elles semblent avoir ou montrer. Mais l'artificiel ne dure jamais. L'authenticité, en revanche, peut déranger certains, mais attire ceux qui sont vraiment prêts à marcher à tes côtés sans condition. Le stoïcien comprend qu'il vaut mieux avoir peu de liens authentiques que de s'entourer d'une foule vide. Tu peux pratiquer ce principe avec des actions concrètes. Commence par simplifier tes relations, en éliminant les jeux d'apparence. Dis ce que tu penses sans fioritures inutiles. Exprime ce que tu ressens clairement et écoute sans avoir besoin de répondre immédiatement. Cela transforme déjà la qualité de tes liens. De plus, ose lâcher les connexions qui n'existent que par obligation ou habitude, car ce sont celles qui drainent ton énergie sans rien apporter. L'authenticité exige aussi du courage, car cela signifie te montrer avec tes lumières et tes ombres. Il ne s'agit pas de tout exposer, mais de ne pas vivre en faisant semblant. Celui qui embrasse la simplicité ne complique pas l'évident, ne promet pas ce qu'il ne tiendra pas, ne se cache pas derrière des mots vides. Le bénéfice de vivre de cette manière est énorme. Tu gagnes en calme parce que tu n'as plus à soutenir un personnage. Tu récupères de l'énergie parce que tu n'investis pas dans les apparences. Et surtout, tu trouves la paix en sachant que ceux qui restent à tes côtés le font pour qui tu es, pas pour ce que tu sembles être. Cela te donne la liberté, car tu peux te concentrer sur ta croissance plutôt que sur l'impression que tu fais. Embrasser la simplicité et l'authenticité dans tes relations ne signifie pas avoir des liens parfaits. Cela signifie avoir des relations réelles. Et celles-ci, bien qu'elles soient peu nombreuses, sont celles qui te soutiennent dans les moments difficiles, qui célèbrent avec toi sans envie et qui restent lorsque le bruit extérieur disparaît. À la fin, ce qui est compliqué s'effondre, ce qui est authentique reste. Et si tu choisis de vivre à partir de cette vérité, tu découvriras que la simplicité n'est pas seulement suffisante. C'est la seule chose qui donne vraiment de la valeur à ta vie et c'est là que tu le comprendras. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.